extraordinaire. L'opportunité de voir mes étudiants en action. L'occasion pour rencontrer tous les gens que j'aime en foresterie. Le CEF, c'était vraiment exceptionnel. Notre prochaine conférencière est Valentina Bouteau. Bouteau? Elle corrigera ma prononciation, désolée. Elle est professeure à l'UQAT et membre associée du CEF. Et sa fierté personnelle, elle est maintenant l'heureuse propriétaire d'un cheval qui se nomme Bifrost. Donc, vous pourrez lui parler équitation, probablement, cheval, soins des animaux. Ce sera un sujet de prédilection si vous la croisez. Je lui cède la parole pour qu'elle nous parle de sa recherche. Avons-nous tout compris de la croissance des arbres? Bonjour, je vais familiariser avec le truc. Tout marche bien. Mais bonjour, je suis Valentina, et heureuse propriétaire d'un cheval, Bifrost, que j'entraîne depuis désormais quasiment un an. Mais je suis aussi professeure à l'UQAT, donc à l'Institut de recherche sur les forêts. Et d'où est-ce que je viens? En effet, je viens d'Italie. En effet, mon parcours, il commence par des diplômes en sciences forestières. Donc, en effet, par formation, moi, je viens de la foresterie. J'ai fait de l'aménagement, de la sylviculture, puis tout ça. Mais pendant ma maîtrise à Padoue, j'ai commencé à faire de la recherche en dendroanatomie. En effet, cette espèce, je pense peut-être Fabio vous a parlé un peu de ça. C'est ce mélange d'approche anatomique. Donc, on étudie les cellules, comment est-ce que ça pousse un arbre. Et par rapport à, c'est très fonctionnel. Et c'était vraiment à la limite de croissance des arbres sur les Alpes suisses et italiennes. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas, on fait un doctorat. Un thème assez similaire, c'est toujours sur la croissance, en effet, sur les comparaisons de croissance et réponses environnementaux. Mais cette fois, c'est un doctorat en sciences de l'environnement à l'UQAC, avec Hubert Morin, Anis Delaurier, Sergio Rossi, des personnes que tout le monde connaît, j'imagine. Et j'ai continuer de bâtir mes connaissances sur la croissance avec l'ajout pas seulement de l'anatomie du bois, mais aussi de la phénologie, que c'est finalement la façon dont on étudie le développement cellulaire, et en regardant aussi par rapport à réponse environnementale, croissance, densité du bois, donc stockage des carbone. Mais je me suis beaucoup occupée aussi des modélisations et des mises à l'échelle, parce que c'est bien beau d'avoir des connaissances sur les arbres, mais si on peut avoir ça sur les forêts, c'est encore mieux. Ensuite, j'ai enchaîné avec un postdoc, toujours sur la productivité. Je reste quand même sur des tracks, mais sur la coulée aussi. Je suis quand même une grande passionnée d'isoro d'érable. Donc, j'ai fait une postdoc à l'UQO et à l'UQAC sur la coulée et la productivité dans les érablières. Et donc, me voici professeur avec des axes de recherche que je commence à développer. C'est sûr qu'il y a des axes qui sont extrêmement reliés à mon parcours, donc de modélisation de mécanismes de croissance, allocation de ressources et mise à l'échelle de l'arbre à l'échelle écosystémique. Mais il y a aussi quelque chose que je suis en train de développer, que c'est plus l'écophysiologie et comment est-ce qu'on peut utiliser l'écophysiologie pour étudier comment les arbres répondent aux perturbations naturelles et anthropiques, parce que bon, on a besoin aussi de ça pour répondre à des questions qui sont très importantes. Donc, maintenant, la réponse que tout le monde attendait, avons-nous tout compris de la croissance des arbres? C'est non. Je vous laisserai partir à votre pause, mais j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ça, alors on va continuer. On va continuer plus dans le spécifique à se demander, avons-nous tous compris de la croissance des arbres? Quelqu'un pourrait me dire, ça sert à quoi? Moi, ça me choque à chaque fois que quelqu'un me demande ça sert à quoi et
chaque fois que quelqu'un me dit que je fais de la recherche fondamentale, parce que ça ne pourrait pas être plus appliqué. Parce que la croissance, de comprendre la croissance, ça nous aide à la prédire dans le futur, et pour le moment, c'est compliqué de le faire. On va voir pourquoi plus tard. À quoi ça sert, en effet, de prédire la croissance? C'est à la base du calcul de la possibilité forestière. C'est des modèles de croissance qu'on utilise pour savoir combien de bois on peut aller chercher en forêt. Donc, il y a des aspects économiques, il y a des aspects de mitigation du changement climatique, donc des services écosystémiques qui sont assurés par le fait que la plante, elle continue à croître. Donc, les prédictions de croissance ont vraiment comme un aspect stratégique pour nous. Comment est-ce qu'on fait des prédictions de croissance pour le moment? La plupart des modèles sont basés sur des méthodes empiriques. Ça veut dire que je fais des observations, des mesures, et après, je fais des relations, souvent avec des modèles statistiques, fréquentistes, et j'estime quelle est la contribution, quelle est la réponse à certains facteurs environnementaux qui peuvent se vérifier au cours des années, en termes de croissance. Quel est le problème avec ça? C'est que, justement, la façon dont on simule la croissance, les données d'entraînement qu'on utilise, elles vont influencer l'applicabilité, l'étendue de l'applicabilité d'un modèle dans l'espace et dans le temps. Donc, ça veut dire que, par exemple, on a beaucoup de modèles empiriques qui sont utilisés, même aux forestiers en chef. Par exemple, des modèles à l'échelle du peuplement, comme Artemis et Natura. On a aussi des modèles à l'échelle de l'arbre, comme Samar, qui sont entraînés avec des données qu'on prend sur le territoire québécois. On a aussi des modèles dans le monde. Personnellement, j'ai travaillé beaucoup avec les Vaganov-Shashkin Model en Sibérie, chose qui est maintenant un peu moins possible, vous ne comprenez pas pourquoi. Et on a vraiment, comme dans tous les cas, on a un écosystème de modèles qui sont basés vraiment sur les données empiriques. C'est quoi le problème avec ça? C'est qu'on le voit, c'est évident, que les fluctuations historiques, les événements extrêmes deviennent de plus en plus courantes. Et les cycles saisonniers s'éloignent de plus en plus des cycles historiques. Alors, ça veut dire que si on va entraîner nos modèles avec des données du passé, on risque quand même d'avoir une très grande incertitude parce qu'en effet, nos arbres, ils font face à des conditions climatiques qu'ils n'ont jamais connues. En plus, le problème avec ça, c'est qu'on a aussi des perturbations anthropiques ou naturelles qui changent de régime et qui rentrent aussi en interaction. Vous pouvez penser aux gelées tardives avec la sécheresse, qui font qu'on a des combinaisons qu'on n'a jamais observées. Alors, ça peut devenir très difficile. Il reste que des modèles empiriques, ça reste très intéressant à court et à moyen terme. Ils peuvent nourrir des réflexions sur les processus sous-jacents de la croissance et sont très utiles pour repérer les informations à grande échelle. Maintenant, c'est quoi l'approche alternative? C'est de faire des modèles qui sont basés sur les processus. Donc, ce type de modèles sont des modèles qui sont basés sur la compréhension des mécanismes sous-jacents de la croissance et qui peuvent avoir plus de potentiel, qui nous permettent de décortiquer les réponses des arbres aux facteurs environnementaux et de mieux comprendre, quand on va faire des simulations sur le futur, comment les arbres vont répondre au changement climatique. Attention, je vous ai mis une petite note parce que si vous regardez certains auteurs, ils vont définir leur modèle comme process-based, même si c'est basé sur des observations empiriques, parce que même la définition du processus, parfois, c'est très anecdotique. Ça dépend beaucoup des philosophies, des pensées des équipes de recherche. Si on regarde le processus de croissance, on peut commencer à les décortiquer. Et c'est normalement, si on part avec des gens en foresterie, on parle de la croissance secondaire. Mais il y a aussi la croissance primaire qui est reliée à la croissance secondaire. On part toujours du même arbre. Et si on commence à décortiquer un peu qu'est-ce qui se passe dès qu'un arbre il commence à croître, et on peut voir qu'en effet, la croissance, donc la quantité de matière qui est cumulée dans la plante, c'est seulement un aspect de qu'est-ce qui se passe dans la plante. Et c'est quelque chose qu'on doit considérer parce que ça va faire un peu,
la plante, elle va répondre dans son ensemble aux effets environnementaux. Alors, si on regarde la croissance primaire, c'est sûr qu'on a une dimension d'exploration de l'espace aérien, la photosynthèse, le stockage des carbones, sont toutes des fonctions qui sont reliées à la croissance primaire. Et après, de la croissance secondaire, on a la capacité de transport en eau, le support mécanique, le stockage des carbones, tous des aspects qui sont reliés aux aspects stratégiques dont on parlait tantôt. Donc, tous ces aspects sont liés à des traits fonctionnels. On a entendu parler, j'entends parler souvent des traits fonctionnels pendant ces jours. Et au final, pourquoi ça nous intéresse autant? C'est plusieurs personnes vous l'ont sûrement dit, c'est rien de nouveau, mais c'est parce que ça nous donne vraiment l'opportunité d'intégrer un aspect de résilience des peuplements et de leurs réponses environnementaux, pas seulement donc de voir la croissance, donc de voir résilience et productivité des peuplements forestiers, qui c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc, en effet, ici, je vous montre des petits résultats. Je me suis amusée un peu à faire un petit bilan de, quand on parle de bois, parce qu'en effet, je vous rappelle, merci, je suis quand même quelqu'un en foresterie. Quand on parle de bois, on parle vraiment comme de variabilité des traits du bois pour décrire toutes les choses que les arbres font. Et ce qu'on remarque ici, c'est qu'on voit vraiment que pour le moment, on fait beaucoup des études empiriques des gradients. Et ce qu'on remarque, c'est que si on utilise les facteurs environnementaux, on a vraiment beaucoup de réponses qui sont, si vous regardez ici, on a les traits du bois, comme l'épaisseur des parois, la largeur des cernes. On voit en effet qu'on a, par rapport aux facteurs environnementaux, des réponses qui peuvent être, des relations qui peuvent être négatives, positives, peuvent y avoir aucun effet, peuvent être positives ou positives, négatives. On voit qu'en effet, à part pour les déficits hydriques, que c'est un trait qui est vraiment relié au vaisseau, on voit qu'il y a beaucoup de désaccords. Et ça, ce sont vraiment des relations qui sont issues aussi des modèles linéaires, qui sont de moins en moins performantes quand on commence à cumuler des données, parce que plus de données plus vous avez, plus vous risquez d'avoir des patrons non linéaires. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on considère. Et si vous regardez un peu dans l'ensemble, qu'est-ce qu'il nous manque un peu pour aller avoir un cadre un peu plus clair par rapport à la plasticité phénotypique qui va régler la variabilité des traits sur le court terme, donc en réponse aux conditions environnementales, en effet, c'est ces deux compartiments-là. Nous, pour le moment, on étudie beaucoup la morphologie, mais le développement et le métabolisme, ils sont beaucoup moins étudiés. Et en effet, ici, très rapidement, je vous montre un peu ce qui se passe dès qu'on considère le développement dans l'équation, dans des traits du bois qui sont très utilisés. Donc, la densité du bois, la taille des cellules du bois, l'épaisseur des parois, qui sont des traits liés à la croissance. Donc, historiquement, sont vraiment reliés aux facteurs environnementaux, ça on le connaît, mais beaucoup d'informations viennent aussi des régions éloignées, parce que ce sont des informations qu'on a d'études de dendrochronologie ou en échantillon selon les principes des facteurs limitants. Et pour l'épinette noire, par exemple, c'est une espèce très importante, on a vraiment une capacité très faible d'expliquer les variabilités, surtout intrasaisonnières de ces traits, et par rapport à large échelle. Donc, en intégrant le développement, si vous regardez quand on étudie le développement, ça ressemble un peu à ça, une bébé cerne. On voit vraiment les cellules du cambium qui se séparent, l'agrandissement, la déposition des parois et la maturation. Ce qu'on observe, si on regarde vraiment le développement, qui est défini par la durée des grandissements cellulaires et des dépositions des parois, qui sont deux phases qui sont très importantes pour la formation du bois, on observe que le développement a une durée limitée. Le développement, finalement, la durée du développement a une relation en effet non linéaire avec la taille d'épaisseur des parois et la taille de la cellule. Donc, et ce qu'on observe, c'est que, finalement, je ne vous montre pas les graphiques en général, mais c'est que la durée de la phase de développement est très prédictive de la densité. Alors, on pourrait se dire, so what? Les cellules ont des besoins écologiques différents pendant leur développement. Ça veut dire que
les mécaniques qui expliquent les différences de sensibilité de la croissance aux facteurs environnementaux est vraiment reliée à l'effet que les cellules, pendant leur développement, ont des besoins écologiques différents. En plus, la relation entre le développement et la croissance n'est pas linéaire, ce qui veut dire que même si on augmente la température et la durée de la saison de croissance, ben, on ne va pas avoir plus de bois, même s'il n'y a aucun des autres facteurs qui deviennent limitants. C'est ce qui est très important à souligner. Et donc, si on regarde un peu les proportions de temps qu'une cellule du bois final et du bois initial passe dans les différents stades de développement, ben, au début, on va avoir une cellule de bois initial qui va être très large, qui va avoir besoin de beaucoup d'eau et de longues journées pour augmenter la plasticité cellulaire. Et tandis que pour le bois final, que c'est les cellules les plus costauds, celles qui absorbent plus de carbone, ben, on va avoir des facteurs écologiques différents, comme la température qui est très importante, et la photopériode qui détermine vraiment, comme des photopériodes plus courtes, c'est de démontrer qui changent vraiment les priorités d'assimilation dans la canopée à la tige. Donc, on a vraiment, comme si vous voyez ici, en fait, c'est vraiment comme une petite démonstration de comment on peut vraiment comme intégrer, de qu'est-ce que j'entends quand je dis, on fait vraiment comme des études de croissance basées sur les processus et en intégrant vraiment des explications écophysiologiques dans tous les changements qui ont lieu dans la plante et qui expliquent pourquoi les arbres changent de sensibilité aux facteurs environnementaux pendant la saison de croissance. Donc, je pense que mon temps arrive à terme. Donc, j'achève. Donc, voici un petit aperçu de mes travaux et de ce que je vais faire au cours des années. Il y a quasiment tout est publié, donc je suis là si vous avez des questions. On a le temps de prendre quelques questions. Bonjour. Je peux demander des questions en anglais? That's fine. Okay, thank you. So as AI is increasing nowadays, if we could measure process like photosynthetic and other, like we measure dendrometric variable, would you think that process-based model ever replace empirical model of growth in future? They will always be complementary. I mean, empirical models are important because they will give you a portrait of what is happening. But if you want to predict, you need to go further because the variability we are observing now, it is unseen before. Then, if you want to really predict, I believe that process-based, especially on a longer time window, they are more powerful. And also you have the chance to integrate different statistical approach like Bayesian approaches, which are more powerful when you want to predict because you really can test your knowledge of the system with the a priori. Okay, thank you very much. No problem. Une autre question pour Valentina? Ne soyez pas gênés. Non, alors on remercie Valentina de sa présentation. Merci.